Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, 10 morts dans une attaque terroriste dans le nord du Burkina Faso dimanche. Le village de Sikiré, la cible de cette nouvelle attaque qui touche ce pays sensible d'Afrique de l'Ouest. Attentat perpétré en plein milieu d'un marché. Une dizaine d'hommes armés ont ouvert le feu sur les habitants de ce village de la province du Soum. Puis le premier congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'était ce samedi en Côte d'Ivoire, événement consacrant la naissance du parti unifié, au cours duquel le chef de l'État Alassane Ouattara a évoqué la possibilité de briguer un troisième mandat en 2020, mais il communiquera, dit-il, sa décision l'année prochaine. Dans la plupart des pays africains, le chômage des jeunes est au moins 2 fois supérieur à celui des adultes. Les conclusions de la Banque africaine de développement, une jeunesse au chômage. 60% des jeunes africains sont en effet sans emploi. Le chômage, un véritable fléau sur le continent. Nous ferons le point dans cette émission. Et pour en parler avec moi ce soir, M. Sega Goundiam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en management, normes et contrôle interne. À mes côtés également, Makaïla Gebla, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste et blogueur. Et à vos côtés, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Place à l'actualité. Le Burkina Faso de nouveau endeuillé avec des habitants sous le choc. Le village de Sikiré au nord du pays a été la cible d'une attaque ce dimanche. 10 personnes, toutes des civils, ont été tuées alors qu'ils faisaient leur marché. Les assaillants sont arrivés à bord de motos, notamment dans le village Sikiré, localité située dans la province du Soum, dans la région du Sahel, en proie à de fréquentes attaques djihadistes. Les autorités privilégient la piste terroriste, mais pour l'heure, aucune revendication suite à cette attaque. Makaïla Gebla, alors 10 morts, tous des civils. Peut-être un retour sur le fil des événements pour ce drame qui est donc survenu ce dimanche. Tout à fait, Zara, c'est une situation tragique. Moi, j'ai parcouru le Burkina en passant du Togo jusqu'à Ouaga par la voie terrestre. Je compris nettement que le pays est dans une situation très vulnérable. Et ce qui m'inquiète, c'est la présence effectivement de l'opération Barkhane et la présence également du G5 Sahel où le Burkina fait partie. Aujourd'hui, la situation est de plus en plus inquiétante étant donné que 10 personnes tuées et que, vous vous rappelez, il y a à peine un mois, il y a eu un attentat toujours au Burkina Faso. Ça montre effectivement que le pays est devenu aujourd'hui le ventre mou de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est très inquiétant si à chaque fois qu'on se réunit à Nouakchott autour du G5 Sahel dans le but effectivement de sécuriser certaines régions, et on assiste depuis un certain temps effectivement que le Burkina est devenu un pays quand même vulnérable et fragile par rapport à la sécurité. Donc ça relance les débats sur la question sécuritaire, sur la vulnérabilité des populations dans cette région. Donc du coup, on n'est pas étonné quand vous traversez tout au long du Burkina, vous allez vous rendre compte que la population est abandonnée à elle-même et que l'État est quasi inexistant. Donc ça m'interpelle et ça interpelle tous les observateurs qui suivent de près la situation la question sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Sega Goundiam, effectivement, c'est là où on se situe au nord du Mali, auprès de au nord du Burkina Faso et donc au niveau de la frontière avec le Mali, une frontière extrêmement sensible et poreuse. En fait, il y a une zone particulièrement sensible, c'est la frontière entre le Burkina et le Mali, donc qui correspond au nord, et la frontière est avec le Niger. C'est une bande qui est occupée par entre guillemets, les mêmes problématiques et les mêmes populations que le centre du Mali, dont on parle souvent. Et le problème est le même, la source est la même, mais je ne suis pas persuadé qu'une armée classique soit tout à fait à même de lutter contre des gens qui se déplacent en moto, qui surgissent de n'importe où, qui avaient une houe à la main 5 minutes plus tôt et qui tout d'un coup chevauchent une moto et arrivent sur un marché pour tirer dessus. Une armée régulière ne peut pas grand-chose, hélas. Hélas, hélas, hélas. Il faut autre chose. Et autre chose, vous l'avez dit, les populations sont abandonnées. Alors, là, c'est la politique, elle le fait. Comment peut-on maintenir une administration dans une zone qui n'est pas sécurisée? Parce que les administrateurs seront la cible. Et si on les enlève, évidemment, les populations sont abandonnées. On ne sait plus comment faire.
C'est compliqué, mais je pense qu'on avancera dans le débat. Mais il faut soulever effectivement que le Burkina fait partie du G5 Sahel, d'où il devait bénéficier de dispositifs sécuritaires qui puissent l'aider à lutter contre ces phénomènes terroristes. Deux réponses. D'abord, le G5 Sahel n'est pas encore opérationnel. Il y a des problèmes financiers, il n'y a pas encore de financement, il y a un problème d'organisation, parce que coordonner 5 armées, tout le monde sait que ce n'est pas facile. Il y a des habitudes qui sont différentes. Et même si le G5 Sahel était en place, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont établir des bataillons autour de chacun des villages? Jean-Marie C'est compliqué, hein? Effectivement, Jean-Marie Bitomo. Je dirais que c'est une situation qui est relativement complexe dans la mesure où nous savons que dans la zone, c'est-à-dire tous les pays, c'est-à-dire du G5 sont exposés, comment dire, au terrorisme, à l'insécurité. Il se pose un problème qui est la symétrie des forces que vous avez en face. Si vous voulez, vous ne pouvez pas mettre une stratégie qui soit une stratégie cohérente. Néanmoins, quand même, le Burkina étant un des pays qui a été le moins touché comparé au Niger, comparé, comment dirais-je, au Mali, le moins touché en tant que tel. Depuis 2015, on ne peut plus tenir, effectivement, dire que le Burkina Faso est épargné. C'est plus le cas aujourd'hui. Non. Je veux dire, quand on regarde l'intensité, c'est-à-dire de ce qui se passe dans les pays voisins, c'est pas du tout, nous ne sommes pas dans les mêmes dimensions de ce qui se passe au Burkina. Soyons quand même logiques dans la lecture des événements que nous faisons. C'est vrai que nous pouvons déplorer qu'il y ait des morts, mais quand on regarde aujourd'hui, on regarde la situation du Mali. Le Mali, c'est-à-dire, ça fait depuis combien d'années, depuis combien de temps? Donc, ce qu'il y a, c'est que le G5 n'a pas pu être mis en place, faute de financement. C'est ce que nous disons toujours sur ce plateau, c'est qu'on fait des grandes messes, on va, si vous voulez, signer des accords qui ne sont pas suivis des faits sur le terrain en tant que tel. Et c'est à partir de là, combien de sommets il y a eu? Il y a eu le sommet qui a réunit les pays de l'Afrique centrale avec les pays de l'Afrique de l'Ouest dont nous sommes en train de parler là, qui est comment dirais-je, une réunion sécuritaire qui était censée mettre, comment dirais-je, en synergie les différentes armées. Et jusqu'à ce jour-ci, cela n'a pas été mis au point. Donc à partir de là, ce que le Burkina pourrait faire éventuellement, il n'y a pas de moyens, si vous voulez. Il faut des moyens financiers énormes pour pouvoir défendre une frontière, si vous voulez, qui part avec le Mali, qui part avec le Niger. Bon, mais là-dessus, il faut que les États puissent être d'accord d'avoir une coopération beaucoup plus intense. Trois remarques. La première, il ne suffit pas de sécuriser les frontières parce que le problème est dans chacun des pays. Ce sont les populations locales. En partie, il y a des mouvements. C'est pour ça que j'ai parlé de la symétrie des forces là tout à l'heure. Oui, les autres ont la je continue sur la tête. Donc la sécurisation des frontières n'est sûrement pas la solution, puisque ça sort du village d'à côté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, du point de vue géographique et du point de vue historique. Du point de vue historique, on peut lier, vous avez parlé de 2015, on peut lier la résurgence de cette insécurité, c'est peut-être pas lié, au Burkina avec la chute de Kampaoré. Donc le changement d'État est tout de suite... On en a longuement discuté, il y avait sûrement un deal, enfin bon, peu importe. Et géographiquement, c'est pour ça que j'ai parlé de l'insécurité en comparaison avec ce qui se passe au Burkina. J'ai parlé de l'insécurité au centre du Mali. Je n'ai pas parlé de l'insécurité au nord du Mali. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. C'est pour ça que je ne lis pas les deux. Celle du Nord a commencé en début 2012. Oui. Celle du centre est apparue bien après. Effectivement, celle du centre est assez récente. C'est une façon de simplifier, c'est pas tout à fait ça. Donc, moi, ce qui doit nous interpeller tous ici, c'est la récurrence effectivement des attaques qui se passent de manière vraiment non éloignée, en fait, que ce soit surtout au Burkina. Donc, du coup, on a l'impression qu'on a changé le curseur, que les djihadistes ont changé le curseur en mettant le curseur sur le Burkina, et que le Burkina, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, jadis était un pays beaucoup plus sécurisé, aujourd'hui se trouve plus exposé que le Mali, qui a été attaqué en 2012 et que la communauté internationale et la communauté africaine avaient investi beaucoup de moyens pour arriver au bout, entre guillemets, de ces groupes terroristes. Aujourd'hui, le Burkina, subitement, je rentre de Ouaga il y a 2 mois, j'ai rencontré pratiquement tout le segment de la société civile qui aussi s'étonne. Aujourd'hui, le mouvement burkinabé des droits de l'homme est aussi entré dans la danse en sensibilisant les populations, en leur donnant effectivement des moyens pour comment prendre leur propre autodéfense. Et où est l'État? L'État est quasi inexistant. Et donc, pour moi, comme tu disais, Jean-Marie, c'est qu'on fait autant de messes, que ce soit à Paris, que ce soit à Nouakchott, ou bien à Ouaga, à Bamako, on a l'impression que les moyens ne peuvent pas venir au bout de ces mouvements terroristes. Alors, est-ce que la solution, c'est ce G5 Sahel par ailleurs? Est-ce que la réponse est le G5 Sahel? D'abord, je ne crois pas aux moyens militaires classiques pour résoudre ce type de problèmes qui sont des problèmes insurrectionnels.
je suis d'accord avec vous, ça ne fait pas... C'est le cas du Mali, hein. Non, de toute la zone. Parce que quand vous regardez au Tchad, il n'y a pas que le problème du Sahélien, il y a aussi le problème de Boko Haram. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Bon, bref. Donc, je suis d'accord avec vous. Les grandes messes ne datent pas de ces dernières années. On en a discuté ici sur ce plateau. Ça date de l'époque où on a parlé de l'armée panafricaine. Ça fait au moins 15 ans. Ça fait au moins 15 ans. Bon, ça c'est une histoire qui peut durer très très longtemps encore. Pour répondre à votre question, je pense que les solutions classiques ne suffisent pas. L'armée classique ne peut pas se battre contre ce genre de choses. C'est très très compliqué. Il faut infiltrer en fait. Il faut la seule solution. Il faut infiltrer. Deuxième point, associer la deuxième point, ce que vous dites, c'est que ce qu'on sous-entend dans votre question, qui est tout à fait réel, la solution ne peut pas être que militaire. La situation militaire permet d'établir un équilibre des forces pour aller vers une négociation où on est en position de force. Tout à fait. Mais la solution ne peut pas être que militaire. La solution est militaire, certes, pour se positionner. La négociation peut être que sociale et économique. C'est ce que vous dites en parlant d'occupation par l'administration. Si on veut simplifier, ce qui se passe au centre du Mali et qui déborde sur le Burkina Faso, on peut parler comme ça. Ça s'est d'abord passé au centre du Mali, et ça a débordé sur le... Ce qui s'est passé là-bas n'a de sens que si on comprend l'infiltration de la rébellion du Nord vers le centre du Mali. Le centre du Mali n'aurait jamais eu les moyens financiers pour opérer de cette façon-là s'il n'y avait pas l'aide des djihadistes du Nord qui, eux, sont financés, qui, eux, ont les moyens financiers. L'association entre Koufa au Mali et Agali, qui est du Nord, n'est pas neutre dans ce qui se passe au centre et au Burkina. Jean-Marie Bitomo. Non, j'ai l'impression que là, on se trouve dans une problématique qui est très complexe à résoudre. J'ai parlé tout à l'heure de la symétrie des forces que vous avez en face. Vous pouvez pas, évidemment, je suis d'accord avec notre invité qui répète ce que nous disons ici. Là, c'est que vous ne pouvez pas mettre une armée contre des forces qui ne sont pas, comment dirais-je, des forces qui sont des forces conventionnelles. C'est-à-dire là-dessus, il faudrait changer, comment dirais-je, de stratégie et mettre en place une stratégie où on informe les populations, c'est-à-dire que les populations puissent avoir les moyens de pouvoir réagir, c'est-à-dire que la population serve de vigie à sa propre défense en tant que telle. C'est vers ces moyens-là qu'il faut y aller maintenant, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce sont des frontières communes et vous avez des populations qui sont identiques pratiquement de part et d'autre des États qui sont mis en cause. Donc à partir de là, il est important, c'est-à-dire qu'on puisse former, que les États arrêtent un peu avec la notion de souveraineté. Là, nous nous retrouvons dans un état de déstabilisation complète et totale. Donc dans cette déstabilisation-là, s'il y a déstabilisation, il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences, si vous voulez, économiques et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de là que les États se disent que mettons nos armées ensemble, formons même des armées transfrontalières, c'est-à-dire qui sont capables, c'est-à-dire de franchir une frontière avec les droits de poursuite à l'intérieur. Sans ça, nous n'avancerons pas en Afrique parce que toute l'Afrique pratiquement aujourd'hui connaît des mouvements terroristes. Il est temps qu'on puisse mettre en place des stratégies qui soient des stratégies efficaces pour essayer de stabiliser, je sais pas, l'environnement politique en Afrique, économique, parce que sans ça, l'Afrique, c'est-à-dire nous n'allons pas avancer. Est-ce qu'il sert à quelque chose l'état d'urgence au Burkina Faso? Depuis janvier, un état d'urgence a été décrété. À quoi il sert précisément? Parce que là, on voit qu'on est au nord du pays et pour autant, il n'y a pas plus que ça de renforcement au niveau sécuritaire. Bon, l'état d'urgence qui a été mis en place, j'ai l'impression, s'est révélé inefficace. Et Jean-Marie évoquait tout à l'heure, le défi reste entier. C'est le défi d'une armée sous-régionale, le défi d'une armée continentale. Or, ce défi reste encore entier. On a l'impression que les États africains qui sont fiers de leur souveraineté ne sont pas à mesure de renoncer, on dirait entre guillemets, à leur souveraineté pour mettre ensemble leurs moyens militaires, mettre ensemble leurs moyens stratégiques pour lutter efficacement Or, on se tourne souvent vers Paris, et Paris n'est pas aussi aujourd'hui, Paris aussi est dans une situation très complexe qui n'est pas à mesure effectivement de venir en aide à ses partenaires africains. Voilà la question. Je voulais dire qu'il faudrait quand même que les États africains, c'est-à-dire prennent exemple sur les situations qui fonctionnent. Il a parlé tout à l'heure, notre invité, du droit de poursuite. Cette histoire-là s'est posée énormément quand Boko Haram, si vous voulez, a affecté les trois pays, le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Dans un premier temps, le Cameroun a essayé de demander le droit de poursuite, si vous voulez, de rentrer dans les frontières nigérianes. Le Nigeria a refusé. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé le temps à Boko Haram de pouvoir s'armer. Il a fallu vraiment qu'il y ait une
une coordination des différentes forces pour abaisser, si vous voulez, les désastres qui étaient commis par Boko Haram en tant que tels. Donc, dès l'instant que nous voyons, nous parlons de droit de poursuite là tout à l'heure, nous ne pouvons pas éradiquer le terrorisme dans les États africains s'il n'y a pas cette coopération-là qui permet la poursuite transfrontalière des, comment dirais-je, ce sont des terroristes en tant que tels. Donc, quel que soit le cas de Boko Haram dont je parlais tout à l'heure, qu'on tue, comment dirais-je, un terroriste au Cameroun, qu'on le tue au Tchad, qu'on le tue au Nigeria, ça fait déjà, comment dirais-je, on amoindrit les forces, si vous voulez, de ces mouvements-là, d'où la nécessité de prendre des exemples là-dessus et de mettre en place dans d'autres États qui sont, comment dirais-je, pratiquement face aux mêmes problématiques. Sega Goundiam. Alors, sans être un grand stratège militaire, on est d'accord, il faut une infiltration et l'alerte donnée par la population. J'ai dit l'alerte et surtout n'est pas les armées, parce que ça pose d'autres problèmes après. Surtout n'est pas les armées. Donc l'alerte. Cela suppose, si l'alerte est donnée, qu'il y ait une très grande mobilité. Tout à fait. Donc deuxième solution possible. Le troisième, l'intérêt du G5 Sahel, l'intérêt de mettre les armées en commun, ce n'est pas tant de combattre des petits groupes de 5 motards. Ou même des motocyclettes plutôt, des 5 ou 10, ici ça c'est impossible. Par contre, il est tout à fait possible, et c'est ce qui est en train de se faire progressivement, hélas pas encore à une dimension suffisante, d'aller attaquer les bases logistiques. Exactement. Il faut détruire les bases logistiques, mettre en place l'alerte, la mobilité de réaction, on va affaiblir. Et en affaiblissant, les gens sont beaucoup plus exposés, ils sont beaucoup plus séparés les uns des autres, et on y arrivera, je ne dirais pas que ce sera zéro, mais ce sera proche. Non, ça ne pourrait pas être zéro, effectivement. Là, vous êtes dans le cadre où vous préconisez vraiment d'abaisser le risque au maximum. Voilà. Et ces moyens-là sont nécessaires. Pour répondre à votre question qui était sur... je ne sais plus déjà. Oui, alors, c'était toujours au niveau du G5 Sahel, ou peut-être aussi sur l'état d'urgence. Sur l'état d'urgence. Sur l'état d'urgence au Burkina, l'état d'urgence au Burkina, c'est difficile de dire que ça n'a pas eu d'effet. Pour pouvoir le dire, il aurait fallu qu'il n'y ait pas d'état d'urgence et qu'on compare les deux situations. Scientifiquement, c'est comme ça qu'il faudrait procéder. L'état d'urgence porte sur 2 choses. L'interdiction de circuler au-delà d'une certaine heure, et en particulier en motocyclette. Donc ça élimine toutes les possibilités de déplacement pour se positionner, pour attaquer tôt le lendemain matin. Ça réduit. Évidemment que ça n'annule pas, parce que ces gens-là, ils ne sont pas des imbéciles, ils vont s'adapter. Ils vont se déplacer en journée avec leur moto, en cachant bien leurs armes. Ça, c'est vu dimanche. Bah, voilà, l'exemple. Mais ça peut réduire. S'il n'y avait pas d'état d'urgence, je pense que ça aurait pu être. Monsieur Goundia, justement, pour vous compléter, la stratégie d'infiltration que vous avez évoquée, comme je vous ai dit, moi j'ai rentré de Ouaga, et que la société civile a déjà réfléchi sur la mise en place de cette stratégie d'infiltration en informant plus la société. Et travailler plus sur le renseignement. Tout à fait, et que les populations dénonceraient ne seraient les personnes susceptibles ou bien suspectes d'être proches de ces tendances terroristes islamistes. Mais non, c'est que la société civile elle-même manque de moyens. Il faut effectivement doter la société civile et doter ces institutions locales des moyens qui peuvent leur permettre effectivement d'atteindre ces objectifs. Vous avez compris que je me suis beaucoup intéressé à ça. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que quand vous prenez un village qui a, je dis n'importe quoi, 20%, 30% d'obédience terroriste, celui qui va dénoncer, s'il ne bénéficie pas du secret absolu avant que les militaires n'arrivent et ne commencent à s'intéresser à ceux qu'il a dénoncés, il est mort. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème est complexe. Le risque, on est conscient. Nous sommes dans une problématique qui est très très complexe. Nous sommes d'accord autour de cette table. Mais le problème, c'est-à-dire, il faut quand même mettre en place un certain nombre de moyens. On ne vise pas, si vous voulez, le degré zéro du risque. C'est impossible. Mais il faut amoindrir, affaiblir, comme vous parliez tout à l'heure, bombarder, comment dire, des bases, les zones qui abritent. Ils font mieux. Actuellement, ce qui se passe, ça s'est passé dans le centre du Mali il n'y a pas très longtemps, avec une opération combinée entre les forces maliennes et Barkhane. Voilà. Ça s'est passé près de la frontière mauritanienne, là aussi dans une forêt. Voilà. Ils bombardent, ils envoient des parachutistes, ils ratissent sur le terrain. Ils récupèrent les motos, ils récupèrent les armes, ils récupèrent les fabrications de bombes individuelles. Enfin bon, bref. Merci. Ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas, mais merci à tous les trois pour ce décryptage. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette attaque perpétrée dimanche dans le village de Sikiré au nord du Burkina Faso. Le bilan est lourd, vous l'aurez compris, 10 morts selon les autorités. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.